Le peloton, du coup, on est parti pour le peloton, les gars. On est OK? Allez. Ouais, à fond. Allez, c'est parti. Le peloton, on va parler surtout de Milan-San Remo. Je sais pas vous, mais moi, du coup, évidemment, mon maillot jaune est plutôt sur Milan-San Remo, les gars. On est OK, on reste là-dessus. Bah, le maillot jaune, ce qu'on s'était dit de manière collégiale entre nous trois, c'est que le maillot jaune unanime cette semaine, c'est Mathieu Van Der Poel. Difficile de Euh, mettre quelqu'un d'autre qui gagne du ouais, coup Milan-San et Remo. c'est Je pas. vais remettre le classement pour ceux qui ne l'ont pas vu. On a Donc hésité il avec a tu gagné connais quand Milan-San même. Remo. De quoi? Et On a Laurence hésité Pitty, avec tu ouais. connais. Et Laurence Ouais. Pitty aussi. Mais ouais, il a gagné Milan-San Remo. Il l'a gagné avec 15 secondes d'avance sur un petit groupe Van Aert, Ghana et Pogacar. Et après, il y a un peloton qui a été réglé par son équipier en plus, Søren Kragh Andersen. Donc ouais, Polo, maillot jaune, Van Der Poel. Maillot jaune Van Der Poel pour la simple et bonne raison qu'il gagne le premier monument de la saison et qu'il le gagne avec la manière. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire et Robin va nous analyser ça tout à l'heure avec une petite palette dont il a le secret. De toute façon, ce Milan-San Remo, et Robin me dira le contraire, je le sais déjà, mais le Milan-San Remo, il faut le regarder à partir du pied du Poggio. Allez, 5 km avant le Quel Poggio. enfoiré. Cette année Si t'es un coquin, particulièrement, c'est vrai, il a raison. si t'es il a coquin raison, et que tu crois aux grandes manœuvres, et Dieu sait que moi Mais j'ai non, c'est envie pas d'y parce que croire. tu Tu crois qu'il regardes faut la regarder avant. Cipressa, C'est pour faire monter la sauce. tu regardes les capis. Mais moi j'ai regardé cette année, j'ai regardé les 100 dernières bornes, comme d'hab. J'ai eu mes capis, j'ai eu ma Cipressa, j'ai eu mon Poggio et ma belle T'as arrivée. bien vu Deli craquer dans la Cipressa, là. Ouais, je Il l'ai s'est bien vu. passé Ouais. des petits trucs à chaque fois, effectivement. Eh oui, non, Malheureusement pour Alaphilippe, mais bon. mais par contre, pour revenir à la victoire de Mathieu Van Der Poel, voilà, c'est ça que je dis. C'est pour ça quand il est maillot jaune aussi, c'est que c'est pas une victoire au rabais, c'est une victoire magnifique d'un coureur qui est, à mon avis, arrivé avec un peu de doute quand même au vu de son début de saison sur la route, mais qui a su parfaitement remettre les bœufs sur la charrue. Oh, C'est pas du celle-là, tout. je la connaissais pas. Bah, c'est un petit remix. C'est un petit remix. Les bœufs sur la charrue. Et J'aime bien, surtout j'aime bien. qu'il va chercher un nouveau monument dans son palmarès et avec la manière. Voilà, je le répète, avec la manière. On va encore rentrer plus précisément dans la tactique et dans les petites choses qui ont fait sa victoire. Robin. Ouais, je suis d'accord. C'est impressionnant la victoire de Mathieu Van Der Poel. Et pour moi, c'est très symbolique cette victoire sur un monument. C'est son 3e, le 2e différent, comme Tadej Pogacar. Et quand tu compares notamment à Wout van Aert, parce qu'on parle beaucoup de ces 3 monstres qu'il y a sur les classiques, et ça fait une grosse différence quand même, parce que Wout van Aert, il a un seul monument. Et finalement, tu commences à te dire que Mathieu Van Der Poel, c'est un homme de grand rendez-vous, qui est peut-être moins complet que Wout van Aert, moins régulier, mais qui sait être là quand ça compte vraiment. L'année dernière, il avait réussi à faire 3e de Milan-San Remo alors que c'était sa course de reprise. Cette année, il fait un Tirreno en préparation qui est franchement pas exceptionnel, qui est discret, on va dire. Et pourtant, il arrive derrière à venir claquer San Remo. Pareil sur l'Estrade Bianche, on ne l'avait pas vu. Donc, ouais, je suis assez impressionné par la capacité de Mathieu Van Der Poel à bien choisir ses moments et à répondre présent quand il a décidé que c'était le cas. Ça avait été pareil sur le Tour de France avec cette victoire d'étape et le maillot jaune. Ça avait été pareil sur le Giro. Ça a été pareil sur le Tour des Flandres. Voilà. Tous ces grands rendez-vous de sa carrière pour l'instant, tu peux rajouter les championnats du monde de cyclocross. Et Van Der Poel, il les rate pas. Ouais, tu voulais que je rajoute un truc, Joseph Non, mais ça a bugué en fait. Joseph, on t'entend plus. Ah, oui. vous Ouais, m'entendez Vous m'avez entendu dans le chat. Ouais, non, moi je t'ai entendu, deux Robin. Mais... Oui, moi je t'entends, m'entendez plus Joseph. Oui, si, on Ah, t'entend. C'est très bon, on bien. t'entend. Ok, On non, mais ça t'entend, a t'es coupé revenu. de mon côté. Ça a coupé de mon côté rapidement, donc Mais- désolé. J'ai pas entendu la fin de ce que disait Robin, donc il y a peut-être eu un Eh ben, écoute, petit gap. si tu veux, je vais rebondir. Comme ça te permettra de Vas-y. trouver ta transition. Non, mais là où moi je rejoins Robin, c'est cette capacité de Mathieu Van Der Poel à savoir répondre présent. Alors, il rate quand même quelques moments. Je pense à ces JO de VTT là rapidement de tête. Je pense aussi au championnat du monde 2019 où il était vu comme ultra favori à Harrogate. Il y a des petits moments Il n'y a comme pas que ça des réussites, oui. que Van Der Poel rate, même sur d'autres courses et des grandes courses. On
on l'espérait peut-être mieux performer. Le fait est que des courses, ils en font beaucoup. Wout van Aert aussi en fait beaucoup. Ses adversaires en font beaucoup. Et que lui, pour l'instant, sur les monuments, s'en sort mieux que son rival belge de toujours, qui doit quand même commencer à cogiter. Vous connaissez ma théorie sur Wout van Aert dans cette émission. Je la répète sans hésitation dès que je peux. C'est que le temps passe, le train passe, et que Wout van Aert est un coureur extraordinaire qui n'a pour l'instant qu'un monument là où il devrait en avoir 3 ou 4 et sur des styles de monuments différents. Alors certes, il a Milan-San Remo, mais il aurait dû avoir une, voire 2 Flandriennes en plus. Il aurait peut-être pu, pourquoi pas, montrer le bout de son nez sur des Ardennaises, lui qui est si complet. Pour l'instant, Keneni est plus que là, pour le coup, on va parler de Van Der Poel juste après, mais là, c'est surtout pour Wout van Aert, je pense que ça doit vraiment le toucher, et on l'a vu quand même vraiment touché après en après-course. Voilà, j'espère pour lui, même si des 3 qui se sont joués la victoire, enfin des 4 si on compte Ghana, c'est peut-être celui dont je souhaitais le moins la victoire, mais ça, c'est les affinités personnelles. Je souhaite quand même que Wout van Aert ne finisse pas sa carrière avec un seul monument qui serait du coup son Milan-San Remo il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, je suis de tout cœur avec le Belge, qui nous fasse une bonne saison flandrienne et qui, pourquoi pas, aille nous claquer un Tour des Flandres. Robin, tu veux faire la palette du coup pour expliquer un peu comment Ouais. il a gagné Vas-y, allons-y. notre Mathieu Van Der Poel. Alors, du coup, je vais aller chercher la première parce que si tu veux démarrer la palette, si je ne me trompe pas, à cet endroit-là, à 7 km. Normalement, je t'avais mis les petits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, normalement, c'est bon. Bon, je le vois pas, mais c'est à l'image là. C'est à l'image. Ok. Ouais, je voulais démarrer dans le Poggio parce que c'est là que les choses sérieuses commencent. Et en fait, parler un peu de ce que moi j'ai ressenti devant la course, j'ai longtemps cru que Mathieu Van Der Poel n'était pas dans une forme exceptionnelle, qu'il n'était pas super bien placé. Et en fait, je l'ai un peu oublié jusqu'à ce qu'il place son attaque. Et c'est sur ça que je voulais revenir avec cette première image où tu vois que il est loin de Tadej Pogacar finalement. Pogacar, il a Wellens qui fait le boulot juste devant lui. Et Van Der Poel, il est dans la fin du wagon, juste avant Matteo Trentin en fait, qui va faire la cassure. Mais tu vois, tu as Van Aert qui est derrière Van Der Poel, et c'est tout. Alors là, sur la photo, je sais pas si on s'en rend bien compte, mais le mec en jaune, c'est Van Aert, et juste devant, c'est Van Der Poel. Ouais. Donc en fait, ils sont vraiment en queue de ce premier wagon de, je crois qu'ils sont 9 coureurs, qui vont être ceux qui vont jouer la victoire, notamment parce que Matteo Trentin derrière fait la cassure et élimine tous ceux qui sont derrière. Et à ce moment-là, je trouve quand même que Van Der Poel, il est loin, sachant qu'on sait tous que Tadej Pogacar va attaquer. Alors on peut avoir le même débat pour Van Aert. Van Aert aussi est loin, mais la différence c'est que Van Der Poel, lui derrière, il a réussi à combler ce retard et à aller gagner, alors que Van Aert, peut-être que ce retard initial lui a coûté beaucoup, parce que si on avance un petit peu au moment de l'attaque de Tadej Pogacar, Voilà, alors là, 6 km 5 de l'arrivée, donc du coup, il y en a 3 qui se détachent un petit peu. Voilà, et là, en fait, on voit l'effort qu'ils sont obligés de faire, les deux, Van Aert et Van Der Poel. Et là encore, ça fait un très gros effort. Alors, parce que le premier coureur d'Alpecin qu'on voit, c'est Søren Kragh Andersen. Van Der Poel, il est un peu derrière sur la photo avec Van Aert. Franchement, je comprends pas à ce moment-là pourquoi ils sont là. Je comprends pas pourquoi Van Der Poel n'est pas à la place de Søren Kragh Andersen le dernier kilomètre, parce qu'on sait très bien que Tadej Pogacar va placer son attaque. Quand Tim Wellens est en train de faire ce tempo en tête de groupe, on sait très bien que le moment où il s'écarte, Pogacar place son attaque. Donc pourquoi Van Der Poel est aussi loin? Moi, ça m'a interrogé pendant la montée. Et à ce moment-là, en plus, si tu peux aller sur la slide suivante, Van Aert a un peu de mal à combler l'écart. Ghana le fait super bien, il est tout de suite dans la route Pogacar, mais Van Aert qui fait le boulot derrière, il passe Pedersen, Mohoric, Søren Kragh Andersen qui sont un peu qui sont out déjà. Van Aert a du mal à recoller au duo Pogacar-Ghana, et à ce moment-là, encore une fois, Van Der Poel il fait un choix qui là pour le coup est un excellent choix, j'ai l'impression, avec le recul. Il reste dans la route Van Aert, alors que moi je l'avais interprété à ce moment-là comme il doit pas être incroyable, parce qu'en voyant Van Aert galérer à boucher le trou, s'il était très fort, il le boucherait lui-même pour pas prendre le risque que ça s'envole devant, et pour pas galérer pendant 30 secondes, une minute à essayer de boucher le trou. Et finalement, il fait pas cette erreur-là, il reste planqué. Van Aert, je sais pas s'il s'en rend pas compte ou s'il est trop concentré sur son effort, mais Van Aert va finir par boucher le trou tout seul.
Et Van Der Poel, dans cette histoire, il a limité les efforts, alors que Van Aert s'est déjà mis pas mal dans le rouge. Et donc, l'image d'après, c'est l'attaque de Mathieu Van Der Poel où il contre au moment où Pogacar l'a expliqué après. Pogacar était en train d'essayer de se remettre un peu de son attaque. Je pense que Ghana, il est à bloc de chez à bloc, parce que c'est le maximum qu'il peut faire, c'est ça, et c'est déjà incroyable. Et Wout Van Aert, on vient de le voir, il a fait un effort parce qu'il était 9e, là où Pogacar était premier. Donc, il a dû faire l'effort de ces 8 places-là, qui représentent, je ne sais pas, 10-15 mètres. Donc, en plus de l'attaque de Pogacar, il a dû combler 10-15 mètres, ce qui est énorme. Et donc, à ce moment-là, où Van Der Poel place le contre, les autres sont un peu cuits. Et on voit d'ailleurs sur l'image, on ne voit même pas Van Aert, qui est en fait 3-4 mètres derrière, qui commence déjà à craquer. À ce moment-là, quand il passe, ouais, bien joué. Quand il passe à la cabine téléphonique, Mathieu Van Der Poel, on a dit qu'il avait 5 secondes d'avance. J'ai entendu ça aux commentaires. Moi, j'ai refait le chronométrage tout à l'heure. Il a 3 secondes. Et encore 3 secondes, c'est gentil. Les 5 secondes, elles y sont pas du tout. Ouais. Non, jamais de la vie. Donc, franchement, il y avait vraiment rien, quoi. Et c'est pour ça que j'ai cru, moi, dans la descente, et notamment après, parce que dans la descente, il n'a pas vraiment creusé, il a pas pris trop de risques non plus, alors derrière non plus, mais ça s'est à peu près neutralisé, c'est à peu près resté stable. Je pensais qu'il y aurait moyen de revenir. Et là, on voit très bien avec l'autre image que tu as mise, Joseph, à 2,4 km de Ghana, qui en fait, au moment où on se dit, bon, là, c'est le moment, Ghana, il va mettre un gros relais, et puis ils vont tous les trois s'entendre parce que les trois roulent très bien. Et là, tu vois sur l'image que Ghana tourne la tête un peu derrière, et c'est le moment où Van Der Poel prend 1 ou 2 secondes de plus, en fait. Il grappille 2-3 secondes ici, et ensuite on a la dernière image qui est, je crois, à 2 km ou peut-être même un tout petit peu moins de l'arrivée. Là, ça vérifie les angles morts, là. Ouais, là tu vois que ça, c'est Polo dans une voiture, ça, les gars. C'est important, les angles morts. Parce que Polo, il est habitué au scooter. Passager, sachez que vous n'avez pas besoin de rétro, Polo s'en occupe. Ah, mais mais non, mais c'est à cause des angles morts, le mec. Ah, c'est peut-être parce que je suis avec toi aussi, Joseph, dans la voiture. Hein. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai une fâcheuse tendance à dès qu'il y a un décalage, et ça vaut pour Joseph ou pas, de toujours regarder les angles morts alors que je suis sur la place passager, quoi. Vraiment, j'insiste en regardant les angles morts à la place du conducteur. Un mec qui regarde Polo siège passager, je peux te dire que la phrase du « Arrête de regarder derrière, allez mon petit, regarde devant !» Je l'ai entendu plus d'une fois. Mais ouais, c'est super intéressant ce que tu nous as montré, Robin. Moi, je pense, pour conclure, Joseph, je pense que Van Der Poel fait une erreur dans le Poggio en étant aussi loin. Je pense honnêtement que s'il avait été plus collé à Pogacar, il se serait évité un effort supplémentaire. Par contre, après, une fois que l'attaque de Pogacar est partie, il a tout géré à la perfection. Laisser Van Aert faire le boulot, lisser au maximum l'effort, ne pas se mettre dans le rouge, ce qui lui a permis de placer cette contre-attaque. Et ensuite, il a un petit peu de réussite, entre guillemets, parce que les trois derrière se regardent en bas de la descente, mais c'était honnêtement très prévisible. On sait que dans ces cas-là, quand il y a un mec, même si c'est juste 5 secondes d'avance, et que tu arrives au bas de la descente du Poggio et qu'il reste 2 km, c'est très, très, très rare d'avoir un groupe qui est organisé, qui s'entend tout de suite et qui va chercher le mec qui est parti devant. On l'avait vu avec Stuyven, on l'avait vu avec Mohoric. À chaque fois qu'il y a un mec qui est un tout petit peu devant, même si tu prends que 4-5 secondes, c'est quasi fait pour toi parce que derrière, on va trop réfléchir. Il y a un côté juste, ce que je vois là-dedans, c'est que je ne sais pas s'il fait une erreur en étant si loin, mais en tout cas, il a fait un choix. C'est-à-dire, son choix, pendant j'ai l'impression toute la course, ça a été de prendre la roue de Van Aert et de jamais la lâcher. Il n'est même pas dans la roue de Van Aert, il est devant lui, dans le Poggio. Alors dans le Poggio, oui, mais même globalement, je trouve Van Aert est loin dans le Poggio. Mais en fait, moi, ce que je vois sur cette course-là, c'est un Van Der Poel peut-être un peu différent. Je ne sais pas si c'est son Tirreno dans lequel effectivement il nous a fait un peu douter. On en a presque même pas parlé la semaine dernière en fait. Et effectivement, tu dis je l'ai oublié, mais en fait tout le monde l'a peut-être un peu oublié en se disant peut-être qu'il peut pas gagner, alors que quand même sur Milan-San Remo il a déjà prouvé qu'il pouvait le faire. Mais est-ce qu'on n'a pas vu un Mathieu Van Der Poel différent d'habitude aussi, tactiquement, qui a peut-être un peu plus géré ses efforts? Où habituellement on peut reprocher aux anciens cyclocrossmen qu'il est et que Van Aert est, de peut-être trop en faire et de des fois perdre des très grandes courses à cause de ça. Polo, est-ce que tu as vu un Van Der Poel peut-être un peu différent? Différent, je sais pas. Tout ce que je sais, et je vais faire aussi écho à ce que disait Robin sur sa palette, c'est que je trouve que Van Aert, il y a deux choses. Déjà, je pense qu'il était très fort pour deux raisons. La première, c'est faire autant confiance à Søren Kragh Andersen aussi, qui a eu un rôle majeur
dans la première partie du Poggio et surtout après l'attaque comment ça s'appelle, de Pogacar, qui permet justement à Van Der Poel derrière de rester justement dans la roue de Van Aert. Ça a été un super leurre parce que pendant longtemps, moi le premier, avec les formes qu'on a vues du début de saison, je pensais que justement que Søren Kragh Andersen était en train de devenir l'atout numéro 1 d'Alpecin. En fait, c'était un leurre parfait pour Mathieu Van Der Poel, qui tout de même a joué avec le feu, avec le risque que Wout Van Aert ne le ramène pas sur Pogacar à la fin. Et après, là où il a eu beaucoup de réussite, c'est pas qu'il a joué avec le feu, c'est qu'il a eu beaucoup de réussite. Et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. C'est peut-être les faiblesses de Tadej Pogacar en descente. Ça fait 2 ans de suite qu'il est dans la roue du mec qui attaque ou du mec qui a attaqué, parce que là, en l'occurrence, Mathieu Van Der Poel avait pris déjà un peu d'avance. Et quand tu vois à la fin de la descente, Pogacar est dans les roues de Ghana et c'est Van Aert qui tente de faire le jump et qui fait tout de suite un petit écart. Pogacar, qu'on a vu aussi sur le Tour de France, ne pas être le plus à l'aise dans les différentes descentes, surtout quand il doit attaquer. Alors, c'est pas une énorme critique, surtout que ça reste un descendeur de très haut niveau, mais j'ai l'impression que... Après, il n'est pas au niveau de Van Aert et Van Der Poel en descente. Il n'est pas au niveau de Van Aert et Van Der Poel, il n'est pas au niveau de Mohoric, il n'était même pas, ou presque, au niveau de Ghana aussi hier. Et sur les 2 dernières saisons, c'est ce qui lui coûte à lui, en tout cas, la victoire, et à son petit groupe. Je ne sais pas si c'est ce qui lui coûte samedi, Polo, parce que... Comme tu dis, il est à 3 secondes et t'es vite à 6-7 secondes dans la descente, quoi. Avant que Wout Van Aert, quand Wout Van Aert repasse dans la descente, là, tu vois que ça se rapproche. Et j'ai même souvenir au micro que Jackie Durand dit que ça va rentrer à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé, en tout cas dans cette descente du Poggio, que Pogacar, ça fait 2 ans qu'il est le premier à pouvoir potentiellement suivre les attaques, et que finalement quand il laisse Polo, là, sur Mohoric, c'est lui qui est dans la roue, d'accord, et c'est lui qui décide de ne pas y aller parce qu'il trouve en plus que Mohoric est en train de jouer avec sa vie. Là, pour Van Der Poel, c'est différent parce que l'attaque de Van Der Poel, elle n'est pas dans la descente, elle est quand même sur le haut du Poggio. Mais il y a 3 secondes. Hein. Oui, mais si les autres ils sont meilleurs descendeurs que Pogacar, ils peuvent très bien passer devant et la faire la descente. C'est ce que Wout Van Aert a fait, mais trop tard. Oui, c'est pour ça que je te dis que changer la face du monde, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, je me dis que si Wout Van Aert se lance, si c'est Wout Van Aert qui passe à la cabine téléphonique en tête et qui se lance dans la descente en voyant Van Der Poel, parce qu'au début tu le vois, après quand tu perds 5-6 secondes, tu le vois plus avec les différentes avec les différents virages. Après, je te dis pas que ça se joue là, encore une fois, hein, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je serai curieux de voir par la suite. C'est de voir comment Pogacar gère notamment cette descente-là, parce que Pogacar a expliqué que dans la descente, ils voyaient Van Der Poel faire des sprints à chaque sortie de virage et que eux ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient à 3 et qu'en gros, ils se gênaient un petit peu pour ce genre de truc. Sauf quand tu en prends la position. Oui. Mais du coup, voilà, c'est un truc que je voulais mettre en avant, et surtout aussi, je reviens, le rôle de Søren Kragh, parce qu'on dit maintenant, on dit Søren Kragh Andersen, d'après ce que j'ai entendu, qui a parfaitement joué le leur auprès, je pense, des adversaires de Mathieu Van Der Poel, qui a très bien caché son jeu et qui lui a permis aussi de rester un peu dans les roues quand lui était devant. Ça, c'est pour Van Der Poel. Dans le lot, quand même, bon, lui, c'est une semi-surprise qui remporte San Remo. Mais quand même, alors juste avant de parler de Van Aert, il y en a, parlant du deuxième, c'est Pipo Ganna. Quand on a fait les pronos, moi je parlais. Attends, moi je le mettais dans sa rouge, Joseph. Ah, bah oui, mais complètement. Respecte le conducteur, Joseph. Mais respecte-moi. C'est justement on continue justement. On a déjà parlé du maillot jaune. Il est maillot jaune, notre ami Van Der Poel. C'est pour ça. Ouais. Le conducteur de cette émission, c'est le peloton, et dans le peloton, un maillot jaune, un dossard rouge et ensuite une voiture balai. Et donc, qui est le dossard rouge? Filippo Ganna. Ouais. Moi, je savais que Robin dirait Ganna, j'avais prévu de le dire aussi, et sinon je mets Matteo Trentin, moi. C'est pas mal aussi. Ah, ok, d'accord. Alors Pipo Ganna, Robin. Vas-y. Ouais, Ganna, parce que c'est celui qu'on n'attend pas. C'est quand même improbable de l'avoir vu au milieu de ce trio-là. On nous aurait dit Pogacar, Van Aert, Van Der Poel vont jouer la victoire sur Milan-San Remo. On aurait dit oui, pas de problème. On
on y croit et c'est carrément un choix de roi d'avoir ces trois-là qui se battent pour un monument. Mais Ghana, dans le lot, on ne l'avait pas vu venir. Après, ce que je trouve beau, c'est que depuis l'année dernière, déjà, il parle beaucoup de Milan-San Remo. Il expliquait déjà il y a un an qu'il était passionné par cette course et qu'il rêvait de la gagner. L'année dernière, il n'était clairement pas assez bon pour le faire, sûrement encore un peu trop lourd. Mais depuis, il nous a montré par-ci par-là, et notamment sur le Tour d'Algarve au début de cette saison, qu'il était de plus en plus à l'aise quand ça grimpe. Et là, son ascension du Poggio, elle est fantastique. Alors, il a peut-être profité un petit peu du forfait de Tom Pidcock chez Ineos, parce que sûrement que s'il y avait eu Pidcock au départ, on aurait eu une stratégie un peu différente et on aurait peut-être donné moins de liberté à Filippo Ganna. Mais tant mieux pour lui, on a super bien profité. Je pense qu'il savait que ça allait être compliqué de gagner parce que parmi les quatre, c'est celui qui a la moins bonne pointe de vitesse, même s'il réussit à aller faire deuxième. C'est un peu inattendu et je pense que si il avait sprinté pour la victoire plutôt que la deuxième place, le sprint aurait été différent. Donc, en tout cas, il va chercher cette deuxième place. C'est un beau podium, ça représentera sûrement beaucoup pour lui. Je pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux dans Milan-San Remo, vu les bonhommes qu'il a à côté. En fait, peut-être qu'il y a quelques années, à la Cancellara, il Il aurait a pu le faire, mais 26 ans, hein. Est-ce que ça peut pas être un déclic, justement? en fait, il n'a pas non plus le punch pour lâcher des mecs dans le Poggio. Il en restera toujours un ou deux avec lui, surtout quand on parle de Pogacar, Van Der Poel, Van Aert. Et ces trois-là vont en théorie plus vite que lui au sprint. Donc, il a quand même une équation très compliquée à résoudre. Après, il y a d'autres classiques qui peuvent lui convenir. Et c'est en ça que je suis content de voir qu'il s'est totalement donné pour ce Milan-San Remo, de voir aussi son programme. Pour l'instant, en théorie, il va faire beaucoup de classiques flandriennes, pardon, alors que l'année dernière, il avait juste fait Roubaix. On sait que Roubaix, c'est un autre de ses rêves et c'est une course qui peut aussi lui convenir. Ineos, ils ont perdu Van Barle cet hiver. Donc, le leadership sur les Flandriennes, il va être aussi un peu plus à prendre, même si Tom Pidcock sur certaines peut faire le boulot. Donc, voilà, peut-être que c'est l'année où Filippo Ganna va vraiment devenir un homme de classique. Et moi, j'aime ça. J'aime les mecs qui décident de se mettre à fond dans les classiques, surtout quand tu es Ganna et que tu viens du contre-la-montre. Bon, le chrono, c'est sympa un temps, mais c'est quand même très limité dans la saison. Donc, voilà, je suis heureux de le voir se donner un peu plus pour les classiques. Moi, il y a deux choses, et je vais quand même être assez d'accord avec Robin sur les deux choses que je vais dire. C'est la première, et franchement, je m'excuse, hein, Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse parce que ça fait 2-3 bonnes années que j'entends les discours de Ghana autour de Milan-San Remo, et 2-3 bonnes années que j'arrête pas de répéter que je ne le vois pas performer, en tout cas que je ne le vois pas gagner cette course. Parce qu'il lui manque ce punch et ce finish, qui sont deux choses capitales, surtout depuis 10 ans, pour gagner Milan-San Remo. Le fait est qu'aujourd'hui, il finit deuxième. Bravo à lui. Il a été malin dans le final. Alors certains n'ont pas trop aimé sa manière de courir, mais bon, je pense qu'à un moment, voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait et ça se voyait quand même assez bien à son faciès. Faire deuxième, c'est déjà énorme de la part d'un coureur de ce profil-là. Et pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Après, et là, je rejoins complètement Robin, faire deuxième de Milan-San Remo, c'est pas faire premier. Ça vaut pour lui comme pour beaucoup. Tu peux avoir des qualités pour faire une passe d'honneur sur Milan-San Remo, et Filippo Ganna a toutes les qualités. Cette année, il fait deuxième, il aurait pu faire 4. Finalement, il passe à côté de la victoire. Mais je pense que pour gagner Milan-San Remo, il lui manque des capacités qu'il n'a pas, et je pense que ce qu'on a vu de Ganna sur la Primavera, ce sera le meilleur résultat qu'il puisse avoir dans sa carrière. Encore une fois, je ne pense pas qu'au vu de ses capacités, de son gabarit et de ses qualités, il puisse espérer mieux sur Milan-San Remo. Ou alors, faut faire une Stuyven, comme dit. En fait, il y en a Gabouche beaucoup Laroche. quand même. Il y en a beaucoup quand même. Milan-San Remo, je trouve que c'est une course qui souvent offre des vainqueurs relativement quand même, qui ne sont pas nécessairement les ultra favoris du jour. Tu vois, que ce soit Matej Mohoric l'an dernier, au final Van Der Poel cette année, parce que Van Der Poel cette année, tu l'attends pas nécessairement. Oui, mais Alors, ils ont des peut-être que sur les qualités où qualités tu te intrinsèques, dis, il c'est peut, possible. bien sûr. Mais à partir du moment où dans son équipe, il peut être vraiment le leader, et l'année prochaine, est-ce que tu mets Mais Pidcock dans ou quel est-ce que tu scénario, mets Joseph? dans celui d'aujourd'hui, par exemple, dans celui de ce week-end, par exemple, où si c'est lui qui met la première axelle, après, il faut qu'il en ait les capacités. Oui, Je c'est ça pense le que problème. derrière, ça se regarde vraiment.
Ça veut dire qu'on parle d'un monde où Ghana serait meilleur dans le Poggio que Pogacar, Van Der Poel et non, Van pas Aert. Pour moi, c'est nécessairement. impossible. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être meilleur, peut-être de la caler au bon moment, un moment où les trois autres vont se regarder. Je dis bien évidemment, mais tu vois, quand il y en a, tu vois, que ce soit Steven, que ce soit. Alors, il y a beaucoup quand même des mecs qui ont Steven, démontré c'est en le Remo scénario que sans qu'on les j'imagine où attend. Ghana pourrait gagner. C'est le seul. En fait, je me dis, à 26 ans, quand tu fais cette perf-là, tu peux pas t'interdire le droit de rêver et ton équipe te mettra en condition, je pense, dans les prochaines éditions, surtout quand tu es italien et chez Ineos, les prochaines années, il aura sa chance. Après, c'est sûr, je suis d'accord avec vous et je vous rejoins, ce sera jamais le favori. Là-dessus, on s'entend, mais moi, je m'attendais jamais très clairement à le voir à ce niveau-là dans le Poggio. Il suivait, et franchement, il suivait, alors je dirais pas facilement, mais, il C'est le n'était premier à prendre la roue. pas usé, quoi. Enfin, il était impressionnant. Il y a un truc, Hein, 83 kilos. il y a un truc qu'on dit pas, et là où encore une fois, je rejoins Robin, c'est que le seul moyen qui pourrait lui permettre de gagner Milan-San Remo, c'est de faire une Steven. Le problème, c'est que si nous on le sait, pensez bien que les coureurs qui seront avec lui, et à mon avis, si un jour ça arrive, ils ne seront pas deux ou trois, et s'ils sont deux ou trois, de toute façon, il ne pourra pas les surprendre. Et s'ils sont plus, ils risquent d'avoir la pancarte à ce moment précis de la course. Et il risque de ne pas être le plus en forme, surtout au vu de ses capacités à passer le Poggio. Donc il y a beaucoup de si, en fait, Ah oui, il y a finalement, beaucoup de si. pour voir Ghana gagner. Et je pense que voilà, cette deuxième place est un très beau résultat, quasi inespéré quand on a son profil. Voilà, alors après, encore une fois, je ne pensais pas capable de faire un si bon résultat sur Milan-San Remo. À lui de me surprendre et de faire encore mieux l'année prochaine. Mais encore une fois, et on vient de dire pourquoi, c'est quand même très compliqué de l'imaginer gagner Milan-San Remo, en tout cas pour ma part. Donc du coup, le résultat du sondage est apparu. Alors, il a disparu. J'ai mis du coup Pipo Ganna ou Matteo Trentin. Polo, tu voulais parler quand même de Matteo Trentin qui a fait un coup tactique intéressant, mais pas que. Ouais, c'est pour ça que je voulais le mettre dans le dossard rouge. Parce que, bah oui, pas que. Déjà, ce coup de tactique est assez fou de provoquer la cassure. Alors, je pense que plus qu'un coup de génie de Matteo Trentin, c'est surtout une erreur, notamment de Benoît Cosnefroy, de ne pas suivre. Peut-être qu'il ne le pouvait pas. Je pense surtout que c'est ça, le pauvre Bebeu. Mais pour le coup, ce coup de frein dans le podio pour faire la cassure avec devant, ça reste un coup de génie du mal, entre guillemets, pour permettre à son leader d'être dans la meilleure forme, dans la meilleure position possible pour gagner Milan-San Remo. Après, oui, voilà, les coureurs derrière n'y ont peut-être pas cru, ils se sont dit, bon, bah voilà, peut-être que ça me va très bien d'être à ce niveau de la course à ce moment-là parce que je ne peux pas faire mieux. Mais c'est vrai qu'on parlait de Van Der Poel et de Van Aert qui étaient mal placés. S'ils avaient, eux, été dans la cassure, est-ce que déjà, eux auraient fait le jump? Mais est-ce qu'ils auraient réussi à revenir de 1? Et surtout, est-ce qu'ils auraient eu le gaz nécessaire, comme l'a eu Mathieu Van Der Poel, pour faire la fin de course? Bon, pour Pogacar, hélas, c'est pas ce qui est arrivé. La cassure de Matteo Trentin a piégé des outsiders, mais n'a pas piégé de grands favoris qui étaient déjà devant. Mais rien qu'en soi, faire ce move à ce moment-là et d'avoir la lucidité de le faire, parce que Matteo Trentin, il est dans les 15 premières positions du peloton depuis 10 km avant le Poggio, à frotter pour replacer Pogacar. Donc, mine de rien, c'est ça le travail. Tout le travail de Trentin en amont du Poggio et pendant le Poggio a été extraordinaire. Et je suis presque frustré que Pogacar n'aille pas gagné Milan-San Remo, rien que pour le travail de l'Italien qui a été sensationnel. Robin, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, Polo a tout dit. Moi, j'ai trouvé que c'était bien Bon, joué et que, en effet, il y avait sûrement un peu de coureurs derrière Trentin qui auraient peut-être pu faire le jump, mais je pense qu'en fait, tu es tellement concentré, ils ne se rendent peut-être pas compte tout de suite de ce qui vient de se passer. Ils pensent peut-être que ça a ralenti devant. Je pense que dans le Poggio, tu es tellement concentré sur la route devant toi, tu as tellement le cardio qui C'est monte et tout possible. que c'est difficile d'être lucide. Et finalement, les seuls qui sont lucides, c'est les plus forts parce qu'ils ont une marge physique sur les autres qui leur permet de garder de la lucidité, quoi. Bon, on dit quand même un coup de balai du coup. Alors, qui vous a le Voiture plus, balai. Voiture balai. déçu? Voiture balai. Oui, c'est vrai. Joli du coup. Dans la voiture balai, qui vous mettez les gars? Bah, vas-y, Robin. Je mets Arnaud Delis et la Lotto Destiny. Oh, ok. Ah, sévère, Intéressant. mais tu vas m'expliquer pourquoi. Bah, C'est pourquoi dur. sévère?
Ils avaient deux C'est son cartes. premier. Ils avaient Arnaud Delis, ils avaient Caleb Ewan. Caleb Ewan qui a déjà montré d'excellentes choses sur Milan-San Remo les années d'avant. Arnaud Delis qui a montré d'excellentes choses sur le début de saison. Donc moi, j'attendais beaucoup d'eux. Alors, de là à ce qui suivent les attaques de Pogacar et Van Der Poel, peut-être pas. Mais on a vu Arnaud Delis lâcher dès la Cipressa. Il a expliqué qu'il s'était senti pas super bien dans les capis et qu'il avait décidé de travailler pour Caleb Ewan pour le replacer dans la Cipressa. Bon, il y avait peut-être d'autres coéquipiers à ce moment-là qui étaient capables de faire ce boulot-là pour que Arnaud Delis, s'ils doivent travailler un moment, ce soit peut-être dans le Poggio au moins, mais que je pense que le mec qui était prévu pour être ton co-leader, tu peux te permettre de ne pas le faire bosser dans la Cipressa. Dans la stratégie d'équipe, c'était sans doute prévu que d'autres mecs bossent à ce moment-là. Et puis voilà, j'aurais voulu le voir aborder le Poggio avec les meilleurs pour voir ce que ça donnait. J'aurais aussi aimé voir Caleb Ewan aller titiller les meilleurs, au moins être bien placé. On se rappelle qu'il y a 2 ans, il volait dans le Poggio. Bon, là, on en était très loin. Donc voilà, c'est pas scandaleux qu'ils aient pas gagné ce Milan-San Remo et qu'ils aient même pas bagarré pour ce Milan-San Remo. Mais j'attendais quand même vachement mieux de cette équipe. Caleb Ewan, il fait 16e. Il arrive dans le groupe qui se fait le sprint pour la 12e place. Arnaud Delis, il arrive encore plus loin après avoir lâché dans la Cipressa. Donc voilà, il y aura d'autres occasions pour eux, surtout pour Delis qui est très jeune. Évidemment, certains dans le chat vous dites qu'il faut tempérer, que c'est sa première participation et tout. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est sa première participation. Il allait sûrement pas gagner Milan-San Remo dès sa première participation, mais j'aurais aimé le voir dans le Poggio. En fait, il ne s'est pas testé dans le Poggio. Il a fait un premier Milan-San Remo et il ne peut pas dire à la sortie ok, j'ai vu le Poggio comment ça montait vite, j'ai vu comment il fallait se placer et tout. Non, il n'a pas vu ça puisqu'il n'a pas fait le Poggio avec le groupe des favoris. Ouais. Mais alors. Cavendish qui avait gagné sur sa première participation, je crois. Ouais, mais c'était à 13 ans, si je dis pas de bêtises. C'est une époque aussi où ça allait dans des sprints à petit comité. C'est ça. Une chose qui, encore une fois, on le répète, même si des gens y croyaient encore, mais et c'est pour ça d'ailleurs que, sans dire que je te trouve dur, parce que mine de rien, moi j'avais mis Arnaud Delis comme vainqueur, mais j'avais vraiment tenté une grosse cote. Ouais, tu l'avais dit que tu n'étais pas sûr. Autant Delis, j'ai envie d'y croire avec ce qu'il avait fait sur le Het Nieuwsblad et sa pointe de vitesse. Sa capacité à résister à des efforts compliqués, peut-être le Poggio c'était peut-être un peu dur et l'adversité était peut-être un peu trop grande sur ce type d'effort. Mais par contre, Caleb Ewan, j'en attendais absolument rien. L'année où justement Caleb Ewan semblait bien préparé, c'était quoi, il y a peut-être 2 ans maintenant, justement où il fait un très bon résultat sur Milan-San Remo. Là, on pouvait espérer le voir au niveau, mais là, on n'a plus du tout le Caleb Ewan qui était celui-là. Et de 2 ans en cyclisme, ça va quand même très vite. J'y crois absolument pas. C'est pour ça que j'étais surpris dans la Cipressa de voir Delis se sacrifier pour Ewan. Je me suis dit, j'espère que soit Delis est mal, ou soit qu'Ewan soit très très bien. On a vite vu que Delis était pas bien, et par la suite, on a vite vu que Ewan n'était pas non plus. Mais je n'étais pas du tout surpris par la place de Caleb Ewan à l'arrivée, mais un peu plus déçu par Arnaud Delis qui apprend dans la difficulté. Comme le dit Jo, il est encore jeune, il va revenir, et je pense qu'en fonction, on va voir comment il évolue physiquement et aussi dans ses objectifs. Mais je pense que c'est clairement une course qui peut espérer gagner dans sa carrière, du moins. Il faut voir aussi ce qu'on disait d'Arnaud Delis avant Milan-San Remo. On me dit que je suis sévère. Il y avait de vraies ambitions de sa part également. On lui disait, ça va être ta première participation, ça fait 300 km. Et il disait lui-même, oui, après j'ai fait le Grand Prix de Plouay et telle autre course qui faisait 260, 270. C'est 30 km en plus, je pense que ça va aller. Voilà, il était aussi dans une logique d'apprentissage, oui, mais il n'a pas dit je vais me sacrifier dans la Cipressa et vous ne me verrez plus. Ils avaient un co-leadership avec Caleb Ewan. Donc, si on ne peut pas dire qu'on attendait mieux que de voir Arnaud Delis bosser dans la Cipressa, alors que d'autres équipes, ils avaient encore 4 mecs pour bosser dans le Poggio, je pense à UAE ou à Alpecin Phoenix, Alpecin de Koenig. Bon, je pense quand même que j'ai le droit d'être déçu d'Arnaud Delis. Ah non, mais ça, c'est clair. Pas obligé de nous engueuler, Robin. Non, mais je répondais plus sur le chat. Parce qu'il y a des grands défenseurs d'Arnaud Delis. Le chat non plus. Non, mais en plus, moi aussi, j'aime bien Arnaud Delis et j'avais justement envie de le voir. Non, tu ne l'aimes pas, tu viens de le prouver, tu le détestes. Ouais, tu le détestes. J'ai envie de le voir toujours face au meilleur. Tu détestes Arnaud Delis. C'est quoi Il a sorti son meilleur accent belge pour se faire accepter des Belges qui nous écoutent. On t'a grillé là. Du coup, tu vois, Delis, tu veux mettre Arnaud Delis, je termine rapidement un mot là-dessus. Il va aller à Gand-Wevelgem et là, pareil, je remets une pièce sur lui, mais on en parlera tout à l'heure. Parce que c'est quand même une course qui semble quand même lui convenir parfaitement. Mais il fait pas le Tour des Flandres, par exemple. Mais bon, pareil, on va y aller mollo quand même. Pour l'instant, il après, a ça va changer.
C'est dans 10-12 jours. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut changer. Enfin, je ne sais pas du tout ce qui est prévu, mais mon maillot, ma voiture balai de la semaine, et ça fait quand même pas mal de fois depuis le début de l'année que j'ai envie d'un peu éviter de mettre son nom dedans. Alors c'est pas Arnaud Desmar parce que son nom il a déjà été dedans, et encore une fois, comme Caleb Ewan, parce que j'ai vu des gens le dire dans le chat, comme Caleb Ewan, j'attendais vraiment rien du tout d'Arnaud Desmar sur cette course. Mais on est obligé de parler de Julien Alaphilippe. Ça me fait mal au cœur parce que il a un bon nombre de circonstances atténuantes, commencé par son année dernière très compliquée, physiquement, mentalement. Mais voilà, sans rentrer dans du Patrick Lefebvre de bas étage, ça reste un leader principal, même le leader principal de son équipe sur ce genre de course, comme Milan-San Remo, comme les Ardennaises, comme ce type de course, même quand on est sur des courses par étapes, sur ce type d'étape, qui ressemble un peu à ça. Et Julien n'a pas démonté le Poggio comme il a l'habitude de le faire quand il est en pleine forme, ou comme il avait l'habitude de le faire depuis 2016-2017, plutôt depuis 2017. Et c'est un problème parce que c'est peut-être la course qui lui convient le mieux, avec la Flèche Wallonne, qui répond à ses capacités, c'est-à-dire d'être sur du punch sec et de manière très ciblée dans une course. Ça m'embête de le voir à ce niveau-là. Alors, il était bien placé entre le 20e et le 15e kilomètre. À partir du 15e kilomètre, il chute d'un coup, il perd presque une trentaine de places dans le peloton. J'ai cru voir qu'il avait déchaussé, mais en fait, ce serait Lampard qui avait déchaussé. Enfin, j'ai pas compris, peut-être qu'il a été gêné par ça. Mais il était quand même bien placé. Après, au niveau des jambes, il est au niveau d'un Wout van Aert quand il commence le Poggio. Il est pas plus loin, il n'est pas plus près. Il est au niveau d'un Wout van Aert, et Wout van Aert finit dans le top 3, dans le top 4 de cette course. Voilà, c'était juste tout simplement Alaphilippe qui n'avait pas les jambes, qui n'a pas les jambes qu'il avait en 2017, 2018, 2019, 2020. Et c'est inquiétant. Voilà, ça ne l'était pas jusque-là. À voir comment il va réussir à se relever de cet échec, parce que c'en est un, même si ce n'est pas son objectif principal de la saison, on le sait maintenant depuis plusieurs années. Voilà, je vais avoir un œil très, très, très intéressé sur lui. Il va participer à certaines Flandriennes. Les Ardennaises vont vite venir après. Voilà, je suis curieux de voir comment Julien Alaphilippe va évoluer cette saison, si cette tendance qui n'est pas au niveau des meilleurs sur un terrain qu'il affectionne se confirme. Robin. Je suis un peu moins alarmiste que Polo, moi. Comme tu l'as dit, c'était clairement pas l'objectif. Alors bon, les Flandriennes, c'est juste après San Remo. Donc, si tu veux être bon ce week-end et le week-end d'après, c'est mieux d'être bon sur San Remo. Mais c'était pas son objectif de la saison samedi. Et il finit quand même dans le deuxième groupe. Que ce soit pas un objectif de la saison quand on est Julien Alaphilippe de pas Bah, si tu veux être bon sur les Flandriennes et essayer de pousser un peu sur les Ardennaises, moi je trouve ça logique que tu évites les Strade Bianche et Milan-San Remo, qu'en tout cas ce soit pas un objectif. Parce que si tu veux être au top à San Remo, au top sur le Tour des Flandres et encore au top à Liège, c'est infaisable. Je pense que c'est infaisable. Donc si l'indispensable condition pour être bon sur les Flandriennes, c'est de zapper Milan-San Remo, moi je suis tout à fait pour. J'ai envie de voir Julien Alaphilippe sur les Flandriennes. Je pense qu'il y a un vrai potentiel en plus. Mais je trouve que là, il n'est pas non plus à la ramasse. Il finit dans le deuxième groupe. Il n'est pas dans le quatuor qui part dans le Poggio, ok, on est d'accord. Mais il est dans le groupe derrière, avec Pedersen, Mohoric, Turgis, Stuyven. Mais c'est là que c'est un peu décevant mais aussi. C'est que il semble avoir les jambes, comme vous le dites tous les deux, mais que moi j'ai l'impression qu'ils ont surtout très mal couru en équipe. Ils étaient en ordre totalement dispersés. Je les ai vus. En fait, je les ai quasi jamais vus ensemble. Je trouve que collectivement, son équipe depuis le début de saison ne performe pas tant que ça. Vraiment, ça dépend où quand même. Moi, je le sens avoir les jambes, effectivement, mais c'est ce week-end. Mais alors, je ne sais pas si sa chute dans le Turquino lui est rentrée dans la tête, tu vois. Mais vraiment, je les ai pas sentis ensemble. Je les ai sentis assez peu soutenus.
Et d'ailleurs, dans ses déclarations d'après-course, il le note, il le dit qu'ils se sont perdus avec ses équipiers et que ça lui a posé problème. Et que c'est pour ça qu'il est presque pas tant déçu que ça, parce que les jambes, il les avait. Alors on verra par la suite s'il les avait, les jambes. Mais moi, j'étais assez déçu de ça. J'espère qu'ils vont se remettre d'aplomb. Vous n'avez pas eu cette sensation qu'ils ne couraient pas collectivement, qu'ils ont mal couru collectivement? Moi, je te dis, Joseph, je le vois je sais plus, à 15, 16, 17 km de l'arrivée, avec Yves Lampart dans les 15 premiers du peloton, parfaitement placé. Alors après, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand tu as Julien Alaphilippe, qui s'est quand même très bien frotté, hein, je vous invite à voir tous ses plus beaux succès, et notamment sa manière d'attaquer le Poggio depuis une demi-décennie. Il est toujours au bon endroit, au bon moment quand il faut, Julien. La question, Julien, ça a toujours été les jambes. Julien, l'a toujours. Enfin, en tout cas, vous m'arrêtez si vous avez l'impression que j'ai une bêtise. Mais j'ai toujours vu très bien placé, même quand il n'avait pas les jambes. Même parfois plus quand il n'avait pas les jambes que quand il avait les jambes. Il ne va pas se placer tout seul non plus. Et Joseph a un peu raison Mais il là-dessus. était placé, c'est ce que je veux dire. C'est que, bien sûr, la Philippe, la Quick Step n'est plus la Quick Step d'il y a 5-6 ans, dans tous les domaines, en tout cas dans le domaine des classiques. Mais Julien Alaphilippe. Là, j'ai mis la compo pour ce week-end pour rappeler un peu ceux qui n'ont peut-être pas totalement. Qui est une très belle compo. Hein. Alaphilippe, Ballerini, Lampart, Asgreen, Sénéchal, Declercq et Devenance. Ouais, c'est terminé d'ailleurs. C'est pas une compo de merde, quoi. Mais au-delà de ça, je suis quand même d'accord. Il faut qu'on relativise pour un coureur qui a quand même déjà gagné cette saison, pour un coureur qui, je l'espère, n'a pas fait d'Estrade Bianche et surtout de Milan-San Remo son objectif principal, et je pense que ce n'est pas le cas. Julien qui va avoir une saison très longue. On va voir. J'espère voir une montée de sa forme pendant le mois d'avril. Mais il y a certains signes qui ne me rassurent pas. Notamment le signe d'être au niveau des meilleurs quand c'est le plus dur dans le podio. Chose qu'il a toujours été. Après, quand il était à 100%. Savait, Polo, samedi matin, que Alaphilippe n'était pas aussi fort que Pogacar, tu vois. Moi, j'ai pas été surpris de ça quand même. Ouais, mais ça ne te surprend pas que Filippo Ganna fasse un meilleur podio qu'un Alaphilippe prétendu à 100%? Non, mais c'est pas parce que je le compare pas comme ça. Je compare pas directement Alaphilippe et Ganna. Je vois que Ganna, il a suivi Pogacar. C'est une surprise pour moi. Alaphilippe n'a pas suivi Pogacar. C'était attendu pour moi. Et Julien Alaphilippe, j'espère qu'il va faire des bonnes Flandriennes. Mais je pense honnêtement que sur les 2 dernières années, il est moins fort que Pogacar, Van Der Poel et Van Aert. Donc, même si on parle de faire des bonnes Flandriennes, je n'attends pas qu'il tabasse Pogacar, Van Der Poel et Van Aert sur le Grand Prix E3, sur le Tour des Flandres ou sur à travers la Flandre, qui sont les Flandriennes qui conviendront peut-être le plus à Alaphilippe. Je l'attends bien, je l'attends acteur, mais de là à ce qu'il gagne ces courses-là, et qu'il soit plus fort que des mecs qui sont honnêtement monstrueux depuis 2 ans, voire 3. Non, je pense qu'à Alaphilippe aujourd'hui, il faut accepter que peut-être qu'il va revenir dans cette catégorie-là, mais aujourd'hui, il n'est pas au niveau de Pogacar, Van Aert et Van Der Poel. Et si on attend ça de lui, on va être déçu toutes les semaines. Non, mais c'est ça, et je pense qu'on en oublie, et que sa saison 2022 est un peu en trompe-l'œil vis-à-vis de ça. C'est aussi de prendre en compte que, comme tu dis, Robin, là je suis d'accord avec toi, que l'adversité n'est pas la même qu'il y a 5 ans sur ce genre de course. Et que Julien Alaphilippe, pareil, les années passent pour lui aussi. Si elle passe pour Wout van Aert, il n'y a pas de raison qu'elle ne passe pas pour Julien aussi. Hein. C'est les mêmes années pour tout le monde. Mais voilà, est-ce que nous, on ne s'est pas tous trompés aussi depuis l'an passé, même depuis... pas depuis 2021, pas depuis 2021, mais surtout depuis le début d'année 2022 et c'est le début de ses déboires au Strade Bianche. Est-ce que Julien aurait été au niveau, même s'il était à 100%, des coureurs dont tu viens de parler? Il a été à un moment le meilleur coureur du monde. Aujourd'hui, il est dans un deuxième rideau et peut-être qu'il va redevenir ce meilleur coureur du monde. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais aujourd'hui, il n'est pas dans ce top 3, top 4, top 5 avec des mecs qui gagnent course sur course, monument sur monument. C'est ça, le point d'observation par rapport à tous ces gens, c'est de Liège-Bastogne-Liège qui perd au sprint. Est-ce que c'était pas là le point de bascule, notamment le deuxième en 2021?
Est-ce que c'est pas là le point de bascule aussi pour Julien? Je sais pas. Écoute, je me pose beaucoup de questions sur Julien. De là à ne pas endormir la nuit, ce serait peut-être un peu exagéré, mais voilà. Tu as raison, Robin. Soyons positifs, relativisons. Ces gros objectifs arrivent. Et je pense que les Flandriennes font partie de son premier objectif, en tout cas en pic de forme. Voir comment il réagit. Si déjà il joue la gagne, je ne te dis pas de tout gagner, surtout que, comme tu l'as dit, il aura des concurrents très, très coriaces. S'il arrive à jouer la gagne et qu'il montre justement qu'il monte en puissance et qu'il est revenu à 100%, et ben déjà ce sera déjà très bien et ça pourra donner une autre projection par rapport à sa fin de saison dans lequel il va y avoir aussi énormément d'objectifs. Donc écoute, on verra. Je le mets quand même en voiture balai cette semaine, mais en relativisant, en étant positif. Par contre, s'il rate ses Flandriennes, voire ses Ardennaises, il va retourner dans la voiture balai FISA. Et là, il sera difficile à défendre. Donc dans le chat, je balance un petit sondage quand même pour savoir dans la voiture balai juste avant et après en même temps on va passer à la dernière partie. Donc dans la voiture balai, on a dit donc 2 lits. Est-ce que vous voulez en rajouter d'autres, les Non. gars? Il y en a pas. Je sais pas. Alors je vais regarder. Alors on a dit 2 lits. Tu mets 2 lits, hein, on met pas la Lotto Soudal, on est d'accord. J'ai l'impression que tu n'acceptes pas que je mette la Lotto. Non, j'aime pas ça. C'est un peu de la Non, loterie. tu as la Bahreïn qui a fait tout bien jusqu'aux jambes de son leader, quoi. Ça, pareil, tu peux pas trop lui en vouloir. C'est Oui, pas décevant que Mohoric soit moins fort que c'est les pas 4 décevant. c'est J'étais vrai. en train de réfléchir à haute voix. Je te dis pas que c'est décevant. T'as raison. Est-ce que Mohoric- Pedersen, est-ce que vous avez été déçu? Pareil, Pedersen, c'est comme Non. Mohoric. Non, c'est- il fait Voilà. 5e ou 6e. Mais oui, Tu veux puis qu'il fasse quoi de mieux Pedersen, c'est comme Mohoric. C'est des coureurs qui, à mon avis, ont été à leur niveau, mais qui Aramburu, il avaient est plus fort. tombé. Aramburu, il est tombé. Ouais, franchement, c'est Ouais, dommage. Il y a on Observateur va qui veut me mettre dans la voiture balai, il dit que je suis pas en forme. Allez, on met Robin. On met Robin dans la voiture balai. Le sondage est parti. 1 minute. C'est méchant, Allez, hop, ça. c'est parti. Et tu vois, il y a Arnaud Desmar, mais comme on l'a dit, et comme Morbleu le dit dans le chat, aucune attente, Arnaud Desmar. Enfin, il y en a, je ne sais pas ce que les gens attendaient, s'ils attendaient quelque chose de Desmar, mais même, enfin bref, ça sert à rien, on en a déjà beaucoup parlé, notamment dans la voiture balai. Ceux qui mettent Robin, là, manifestez-vous, dites qui vous êtes, d'une de trêve. Tu vas clairement gagner, je suis désolé. Hein. Mais- Après, c'est bien dans la voiture balai. Moi, j'ai toujours rêvé de visiter la voiture balai. Je ne sais pas si c'est un truc, tu sais, en mode banc face à banc, en mode latéral, ou si c'est une petite camionnette. Je crois que c'est plus comme ça. Je crois que c'est une sorte de minibus maintenant. Mais ça c'est un truc qu'il faudrait faire un reportage là-dessus. Ouais. Ça a déjà été fait, bien sûr, mais ça peut c'est se. pas ça peut- Oui, ça intéressant, a déjà été fait. Il faudrait faire un reportage. Bon, ça a déjà été fait, mais écoute. Non, mais c'est évidemment que ça a déjà été On va fait. trouver ça sur Mais- Lina. C'est sûr, c'est le genre de truc qu'on trouve sur Lina. Bon, Bien en tout sûr. cas, Robin dans la voiture balai, les amis, ça c'est beau. Sinon, c'est Alaf qui est juste derrière lui.